Lever du jour sur l'un des fleuves les plus sauvages d'Europe. La Loire, 1000 km entre sa source au Mont-Gerbier de Jonc et son embouchure à Saint-Nazaire. Le fleuve le plus long de France, le plus célèbre aussi. De la Loire, on connaît la vallée des Rois, ses châteaux, ses vignobles. Une vitrine qui attire des millions de touristes chaque année. Mais le fleuve offre aussi un autre visage que seuls les habitués connaissent. C'est à la rencontre de ces passionnés que nous vous emmenons au fil de l'eau, au fil de la Loire. Le voyage débute ici, au centre de l'Ardèche, au Mont-Gerbier de Jonc. Sous cet amas rocheux, un miracle quotidien, la naissance d'un fleuve. Éric Maréchal, avec sa ferme auberge, est aux premières loges. La source, c'est un peu son bébé, il la protège jalousement. Tous les matins, été comme hiver, c'est le même rituel. Il rejoint discrètement ce lieu qu'il est l'un des seuls à connaître. Allez, on va dire que vous êtes des privilégiés. Là, je vous fais découvrir la source protégée, la source authentique de la Loire. Voilà, la source secrète et authentique. Vous faites tout pour la protéger, cette eau? On essaie, on retraite très régulièrement le site. Le site est entièrement clôturé, de façon qu'aucun animal ou public puisse venir salir à un moment donné cette eau. Elle va ensuite être le début du plus grand fleuve de France, du plus long, du plus sauvage. Et c'est un honneur que d'avoir cette responsabilité. Un hectare. Et elle est, comme d'habitude, à 4 degrés. Chaque jour, Éric vit ces moments comme une naissance, une renaissance. Le début d'une longue histoire, celle de ce fleuve magique aux sources multiples. Vous avez la seule source de la Loire? Ah, d'après vous? Non, non, non. Vous avez le sud qui est derrière, donc le fameux Mont-Gerbier de Jonc. Il faut s'imaginer que ce volcan de 8 500 000 ans a connu un épisode volcanique assez intense et que ce volcan par lui-même a des strates de partout et l'eau s'infiltre. Et ce qui provoque la résurgence d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de sources. Mon petit plaisir, c'est de venir me promener ici, de contrôler la qualité de l'eau, le débit des différentes sources et de profiter des paysages. Éric est le maître des lieux, ou plutôt le gardien qui connaît chaque mètre carré où surgit cette eau miraculeuse. Ah, stop! Stop, parce qu'ici, je vous amène dans un endroit particulier. Ici, c'est pas que de la terre. Ici, je vais vous épater, mais dessous, il y a la Loire. C'est pas vrai. Mais si, je fais attention où je descends. Ici, c'est un espace qu'on nomme une narse. Donc, c'est une zone humide particulière. Elle a un écosystème qui n'a pas changé depuis des milliers d'années. Et la Loire va rester ici un moment et ensuite reprendra son cours. À peine quelques centaines de mètres plus bas, la Loire se prépare déjà à son long et périlleux voyage. Regardez, c'est pas beau ça? Voilà, vous avez ma source qui est là et qui va se réunir avec une autre source. Et c'est cet ensemble de sources qui va former la Loire. Elle grossit et c'est que du bonheur. C'est un peu une larme à l'œil parce que c'est de l'eau qui me quitte. Mais c'est de l'eau qui va voyager loin, loin. Et je partage son voyage.
12 départements, 356 communes entre le Mont-Gerbier de Jonc et Saint-Nazaire, le périple ne fait que commencer. Quelques kilomètres plus loin, le mince filet d'eau est déjà une grosse rivière. L'Aigue-Nègre, la Padelle, le Gage, des dizaines d'affluents l'ont gonflé de leurs eaux. « 20 km plus bas, c'est le territoire de Jean-Marc Guérin. Mais lui, la Loire, il ne l'arpente pas en long et en large, il la survole. Ce matin, Éric va découvrir un autre monde. Pour la première fois, il prend de la hauteur, mais avant le décollage, petite appréhension. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre, il vérifie la soupape. L'ouverture de la trappe? Ouais, de la soupape. Soupape. Vous n'avez pas l'air rassuré, Éric? On verra après. Pour l'instant, ça va, regardez, on est au sol là. Amélie, on va voir tout à l'heure. Non, je vais avoir l'équipement. Une petite fuite là, mais. Allez, Juste un peu de temps en temps. vous embrassez ma femme? Oui. Oui. C'est une belle sensation. Ce que je crains, c'est quand on va être un peu plus haut, mais bon, vous me dites que normalement on ne doit pas craindre alors. Mais bon, là, je ne sais pas. Éric se prépare surtout à découvrir que la Loire charrie beaucoup d'histoires méconnues. Nous sommes à quelques kilomètres du Puy-en-Velay et ce n'est pas par hasard que Jean-Marc utilise ici une montgolfière. On arrive au-dessus du château d'Arlande. Le marquis d'Arlande a été le premier aéronaute avec Pilâtre de Rosiers en 1783. Donc voici son château au bord de la Loire. L'histoire avait retenu plus facilement les frères de Montgolfier. Mais les frères Montgolfier ont inventé la machine, la montgolfière. Mais Oui. ils ne sont pas montés. Historiquement, la Haute-Loire est une terre aérostatique. On a le marquis d'Arlande, premier aéronaute. On a Galien d'Adiac, qui était physicien, qui avait compris que les petites bulles d'air, qui étaient plus chaudes que les autres, montaient dans l'air. Et on avait la duchesse de Polignac, qui était gouvernante des enfants du roi Louis XVI à l'époque. Le roi ne voulait pas le premier envol. La duchesse de Polignac est intervenue auprès du roi Louis XVI pour obtenir l'autorisation du vol. Pour une fois, les rôles sont inversés. Éric, l'intarissable gardien de la source, écoute. Et je m'aperçois en fait que je la connais pas assez. Ça donne vraiment envie de revenir, de voir son périple, notamment en Haute-Loire. Je suis allé à l'estuaire, mais cette partie de la Loire est extraordinaire. Elle n'est pas assez. Il ne faut pas qu'elle soit non plus trop connue. Jean-Marc, lui, a déjà déambulé au-dessus de la Loire des centaines de fois. Mais la passion ne le quitte pas. On ne peut pas se lasser, c'est toujours une belle découverte. On en prend plein les yeux à chaque fois. En plus, avec cette brume, c'est vraiment, ça donne une magie au site. C'est quelque chose de phénoménal. On se régale en tant que pilote. Donc là, le fait de redescendre, on va reprendre le flux de la Loire. On a crevé là, non? Non, non, le ballon n'est pas crevé. Regardez comme c'est beau. Regardez, on passe au-dessus des arbres. Tout à l'heure, un nacelle a effleuré la cime des arbres. C'est d'une douceur, c'est extraordinaire. Je suis heureux et fier quelque part de voir cette Loire comme elle est là. Nécessairement, ce qui s'écoule dans la source de la ferme arrive ici à un moment donné. Mais retrouver une Loire si belle, avec déjà un bon débit et puis si sauvage ici, à quelques kilomètres du Gerbier, c'est extraordinaire. Leur voyage se poursuit. Nous les quittons pour nous rendre à une centaine de kilomètres de la source. Nous arrivons au barrage de Grandjean, toujours en Haute-Loire. Le fleuve creuse sa route dans ses gorges impressionnantes.
Un site exceptionnel, mais difficile d'accès par la route. Seule solution, le bateau ou l'hélicoptère. Pascal Ledouaré est photographe spécialisé en prise de vue aérienne. Il prépare un livre sur ces gorges spectaculaires. On va partir direct sur Chamble. Une fois qu'on est sur Chamble, en fonction de la lumière, on va directement Camaldules. On enroule, on fait un 360 degrés sur le château de Grandjean. Bah, c'est parfait. Allez. On s'installe. Let's go. Pour Pascal, impossible d'effectuer un tel travail sans son binôme. Avec son pilote, Bruno, il peut mieux approcher les merveilles qu'offre la Loire et ses gorges profondes. Voilà, tu fais le contre-jour, super. On roule, ok. On roule encore. Voilà, super. Magique. Les gorges de la Loire, elles sont remarquables. Elles sont sinueuses, elles nous emmènent, il y a des méandres inattendus. Pascal photographie partout la France vue du ciel. Mais c'est ici qu'il est le plus ému par les trésors du fleuve. C'est un écrin, et c'est plus qu'un écrin, c'est un territoire dans lequel on rentre. On se laisse porter après par le méandre, on se laisse embarquer par la Loire. Donc il suffit de la suivre. Tu vas sur Camaldules, s'il te plaît. Oui. Cette altitude? Ouais. Descends sur Camaldules, comme ça. Tu vois, on va aller chercher, là on arrive sur le clocher, regarde comme c'est joli. Pascal s'aventure dans ces gorges avec un objectif bien précis, photographier ce hameau inaccessible par la route. Des moines vivaient là coupés du monde jusqu'au XVIIIe siècle. Là, on est en train de survoler la petite chapelle Camaldules, Val-Jésus. Et on est aux lumières, vraiment de très très belles lumières avec des ombres assez longues. C'est entouré d'arbres, on masque totalement le site. Et le hameau est vraiment dans son cocon de verdure. En train d'arriver sur la petite cité de Saint-Victor avec son église. Alors, il y a un point remarquable sur la cité. C'est une tour et son église. Et là, on est en train d'attraper la lumière. Et dans l'arrière-plan, on va voir tout de suite Saint-Victor. Donc, et entre les deux, on a les gorges de la Loire. C'est absolument splendide. Pascal ne se contente pas d'un survol aérien. Il veut s'approcher de son sujet, le toucher pour mieux l'immortaliser. Mais impossible d'atterrir au Camaldules. Seule solution, emprunter le fleuve. Eh oui, après le vol. Donc on va aller voir maintenant sur le presqu'île directement le clocher, l'architecture et rencontrer le propriétaire. Classées réserve naturelle en 99, les gorges abritent un peu partout des merveilles d'architecture. Comme ici, le château de Grandjean, construit en l'an 800, et aujourd'hui cerné par les eaux. Quand c'est arrivé, elle est vraiment remarquable. On va se poser là. Salut toi. C'est absolument splendide. Ce petit coin de paradis est une propriété privée que Laurence garde jalousement à l'abri des regards. Bonjour, merci encore. Vous me faites un petit peu découvrir le site? Pascal est un privilégié. Laurence lui ouvre les portes de sa propriété, acquise sur un coup de cœur en 2012. On est à quelle époque? Bâtiment initial, 1628. Ouais. Construite par un monsieur qui s'appelait de Saint-Paul, Vital de Saint-Paul, qui a construit cette chapelle pour accueillir une congrégation monastique qui était l'ordre des Camaldules, qui venait d'Italie, de Toscane. D'accord. C'était des bénédictins. Oui, c'est ça. C'est un ordre du XIe siècle, je crois, me semble-t-il. Ouais. Vous vivez dans une page d'histoire ici. Oui, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est béni par les dieux, là. C'est la grâce. Alors ça s'appelle Val-Jésus parce qu'on dit que Jésus est venu ici. Donc la chapelle. Ouais. Donc la chapelle, elle a servi a priori jusqu'à la Révolution française, date à laquelle le dernier ermite est parti d'ici, a été décapité. Décapité. Sur l'autel de la royauté. Ah, c'est un moment d'histoire assez incroyable.
Un moment particulier de sa vie. Alors la petite histoire dit que son corps a été enterré sous la chapelle ici. On l'a jamais retrouvé. On rentre dans l'intimité des lieux, ça c'est extraordinaire. On découvre des endroits comme ça avec une sonorité splendide. Alors tout à l'heure, c'est un émerveillement qu'on est arrivé en hélico. Mais là, vraiment, on est rentré dans l'intime, quoi. Et ça, c'est un vrai bonheur. C'est génial. Ah, ça le fait quand même. Et là, le dimanche matin, les amis arrivent, et vous mettez les cloches. Hein. C'est sensationnel. Ça, c'est un vrai moment. Allez, on va aller vivre un moment de bonheur. Là, c'est propice à la contemplation. Ah, je veux croire, ouais. C'est certain que... Lorsqu'on est posé ici, c'est un moment de quiétude extrême. On y est bien, c'est un moment délicieux, quoi. Je pense que quand vous avez besoin de vous ressourcer... Vous reviendrez. Avec plaisir. C'est un privilège de vivre comme ça face à la Loire. Oui, parce qu'on apprend la sérénité. C'est très calme, c'est très doux, c'est très reposant, c'est très apaisant. On peut faire... C'est contemplatif. Ouais. Nous repartons au fil du fleuve. Après les gorges, la Loire s'élargit, mais reste d'une tranquillité propice à la rêverie. Pourtant, jusqu'au milieu du 19e siècle, une vraie frénésie régnait sur l'eau. 4 à 5 000 bateaux parcouraient en même temps le fleuve. Nous arrivons à Briare, dans le Loiret, un ancien grand port à 400 km de la source. René Chartier, gérant du musée des Deux Marines, se bat pour faire revivre la batellerie d'antan. Aujourd'hui, les bateaux de plaisance ont pris la place des bateaux de commerce dans le port. Et pourtant, à l'époque glorieuse, il y pensait 30 à 40 bateaux par jour ici. Incroyable. Imaginons l'époque où la Loire portait bateau, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il y avait une ambiance extraordinaire, les gens chantaient et tout. Les mariniers. Ils chantaient quoi? Ils chantaient. À la Saint-Nicolas, voilà ce que disent les gars. Non, non, il n'y a pas de marine dans tout le pays, assurément. Qui vaille la marine de la Loire, vraiment. Pom, pom. Cette marine de Loire continue à faire rêver René. Ici, sur ce quai où il vient presque tous les jours, des dizaines de bateaux se croisaient quotidiennement. Alors tout se passait sur la Loire parce qu'à ce moment-là, les routes n'étaient pas aménagées ni très sûres pour le transport des marchandises. Donc effectivement, tout transitait par ici. Jusqu'à mi du 19e siècle, c'est-à-dire jusqu'à 1850 où le chemin de fer a pris malheureusement concurrencé la navigation sur la Loire. Voilà, donc ça c'est un chemin de halage. C'est là où on pouvait, à la force des animaux, cheval, âne, mulet, aider le passage des bateaux, surtout dans des endroits difficiles comme celui-là. Si René veut perpétuer la mémoire des hommes de la Loire, c'est qu'il leur fallait bien du courage pour s'aventurer sur ce fleuve aux colères terribles. La Loire était très dangereuse, il y avait effectivement beaucoup de naufrages, les crues compliquaient énormément les manœuvres, donc on a imaginé construire des canaux. Sous Henri IV, il a été construit le canal de Briare, donc qui relie Briare à Paris, jusqu'à Montargis, il s'appelle le canal de Briare, et ensuite le canal latéral, donc rive gauche de la Loire, qui descend jusqu'à Roanne. Alors ici, c'est l'exemple parfait. D'un côté, la Loire avec donc ses caprices, les crues ou le manque d'eau, et de ce côté-ci, le canal avec donc une stabilité de niveau qui permet d'augmenter le trafic de bateaux pour l'époque qui était nécessaire. De cette époque glorieuse et oubliée, Briare a gardé une superbe construction. Ce pont qui enjambe le fleuve et permet aux bateaux de passer d'un canal à l'autre. René ne se lasse pas de faire découvrir ce petit bijou d'architecture. Bonjour messieurs, dames. Alors on découvre notre beau pont-canal. Tout à fait. Oui. Bien, bien. Alors donc vous connaissez peut-être un peu dans le coin, non? Vous avez Un petit peu. oui, eu l'habitude. Pont-canal, oui. Pont-canal, oui, d'accord, oui. Vous êtes de la région là? Oui. Bon, c'est bien. Quand vous imaginez qu'à l'époque,
Il faisait presque tout à la main et les bateaux, à l'époque, ils étaient tellement lourds avec toutes les marchandises qu'ils transportaient et que cet ouvrage a résisté au temps. C'est magnifique, quoi. C'est super. Comme Jackie et sa petite famille, 300 000 curieux viennent admirer chaque année ce pont majestueux. Le Roy 4 au départ, direction le Pont Canal. Tout à l'heure, on a pu l'admirer une fois dessus. Maintenant, on est carrément à l'intérieur et ça donne vraiment une autre dimension. On se rend compte vraiment, à l'époque, c'était des vrais bâtisseurs par rapport à nos jours. De vrais bâtisseurs qui avaient accompli un exploit lors de la construction du pont. Ce pont canal de Briare, donc, est un superbe ouvrage ouvert à la navigation en 1896, a été longtemps le plus long d'Europe, à près de 663 mètres. Pour relever un tel défi, on avait à l'époque fait appel à un grand nom, un ingénieur célèbre pour ses constructions en fer. Il a été construit avec la participation d'Eiffel, le célèbre Eiffel, donc non pas pour la partie métallique, mais pour la maçonnerie. La partie métallique ayant été confiée à Day des Pillets. Donc ce pont aujourd'hui permet bien sûr la navigation de plaisance, puisque la navigation marchande a diminué d'une manière très sensible. Nous arrivons dans la région du Val-de-Loire, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, dans ce haut lieu de la navigation marchande, les rois de France ont installé leur cour pendant 2 siècles et construit de majestueux châteaux. Amboise, demeure de Charles VI, Louis XI, Charles VII. Chambord, édifié à la gloire de François Ier après sa victoire à Marignan. Chenonceau, monument historique le plus visité de France après Versailles. Des édifices superbes qui font aujourd'hui encore la gloire du fleuve. Mais la Loire cache aussi des joyaux moins connus, comme le château de la Bourdésière à côté de Tours, un édifice Renaissance à la réputation sulfureuse. C'est aujourd'hui un prince, Louis de Broglie, qui a les clés de ce château à l'histoire croustillante. Je vais vous faire découvrir la magie de ce lieu et en même temps son côté très humain, finalement. Donc allons-y, la découverte de la Bourdésière. Derrière sa décoration luxueuse, ce château a longtemps été celui du scandale. Il a abrité les amours et les passions cachées de plusieurs rois. Alors François Ier arrive et met sa cour, car c'était la tradition depuis Louis XI, met sa cour à Amboise. Et effectivement, il y a cette histoire qui dit que du château d'Amboise à la Bourdésière, il y a un souterrain qu'il aurait emprunté, parce que les souterrains sont nombreux ici, pour venir voir sa très belle maîtresse qui était Marie Gaudin. C'était la grand-mère de 7 petites filles dont on disait que c'était les 7 péchés capitaux et qui faisait que cette maison avait une réputation qui était un peu sulfureuse. Alors là, nous sommes dans une pièce qui a été refaite au XIXe siècle, mais dont, sur le manteau de la cheminée, nous avons le portrait de Gabrielle d'Estrées, donc l'arrière-petite-fille de Marie Gaudin. Gabrielle d'Estrées, c'est la favorite d'Henri IV. Il serait venu à la Bourdésière lorsqu'il revenait de la signature de l'édit de Nantes en 1598 et au moment où il se rend à Chenonceau. Alors là, nous sommes dans la chambre Henri IV et on voit effectivement que cette cheminée est définitivement Renaissance. Cette cheminée signe par son importance ce qu'étaient ces châteaux. Il fallait rentrer des très très grandes bûches, il fallait que ça tire pour que la chaleur soit là. La température moyenne, disait-on, c'était 12 degrés dans un château. On est loin effectivement des températures actuelles et on disait que pour souper, il fallait être à 13 degrés. Et donc là, Henri IV venait dormir dans cette chambre. Alors on peut imaginer qu'Henri IV, que même François Ier, parce qu'encore une fois on est au cœur de l'ancienne construction Renaissance, on peut imaginer qu'ils ont été là et que sinon leur ombre, en tout cas leur image, circule. Si le prince est si attaché à ce château, c'est grâce à son histoire peu banale, mais aussi parce qu'il y cache dans ses jardins son petit péché mignon. Bonjour. Hello. Le prince a réuni ici une collection incroyable. 650 variétés différentes de tomates, de toutes les couleurs, de toutes les formes, une vraie passion pour Louis de Broglie. Regardez, ça c'est la belle bacchante. Ça, c'est une tomate qui est une obtention récente, qu'on a appelée les belles bacchantes. Et regardez, elle est complètement noire.
Alors là, vous voyez, ça c'est une palka. Et c'est une tomate qu'on appelle de forme piment, qui ressemble à un piment, tout simplement, et qui est oblongue, parfaite pour les jus de tomate. Vous voyez, elle est très en chair, il y a quelques pépins, mais pas énormément. On en a vu d'autres qui n'en ont quasiment aucun. Et puis il y a certaines tomates comme la Yellow Bell, qui est très vide, c'est que des alvéoles, il y a 5 alvéoles. Le prince de la tomate n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il fait découvrir ses joyaux. Bonjour monsieur. Alors, on va faire un jus de tomate de Golden Jubilee et une rouge. Chaque type de tomate a un goût particulier. Alors bien sûr, vous avez des tomates excessivement sucrées qui concentrent effectivement le soleil. Vous avez des tomates qui sont plus acides, plus fades, mais grosso modo, hop là. Vous avez des goûts absolument exceptionnels. Donc vous allez voir, et puis surtout, vous allez croire que là, c'est un jus d'orange que je fais. Regardez, il n'y a que la chair, il y a très peu de pépins dans la tomate. C'est tout à fait exceptionnel. Allez, c'est parti. Tenez, chère madame. Ah, ça c'est sympa, merci. Ah, bah, je vous fais pas dire. Vous adorez surprendre les gens avec vos tomates. Mais écoutez, j'adore que les tomates surprennent les gens. Et puis, il n'y a pas que les... Regardez, c'est comme un verre de champagne. Tenez. Quand vous voyez ça, vous êtes émerveillés, non? Tous ces châteaux qui font la renommée de la Loire n'auraient jamais existé sans une pierre en abondance dans la région. Une pierre que l'on ne trouve pas n'importe où. Nicolas Villot sait parfaitement où la dénicher. Nous sommes toujours dans la vallée des Rois, à 2 pas de Chenonceau. Notre guide est architecte d'intérieur, mais c'est la passion qui l'emmène dans ces cavités. Ici, des milliers de kilomètres de galeries, interdites d'accès au grand public. Pourtant, Nicolas s'y aventure régulièrement. Donc là, en fait, ici, c'est le fond de taille. Donc le carrier est venu faire 3 saignées perpendiculaires au mur, et la pierre est tombée au sol, on les a débités. On les a sortis de la carrière, on les a transportés soit directement sur les chantiers, soit par la Loire et ses affluents jusqu'aux différents chantiers. Cette pierre, c'est le tuffeau. Et dans ces galeries, il reste un peu partout des traces de son exploitation par des milliers d'ouvriers. Donc dans les carrières, nous avons beaucoup de traces anciennes. Donc des gens ont laissé spontanément des petits graffitis, des fois insignifiants, des signatures, des dates, des tout petits dessins. Et des fois on a des dessins un peu plus évolués, donc ceux-là en font partie. Nous avons des textes sur les guerres. Année 1914, mois d'août. Hélas, triste année. Toute l'Europe est en guerre avec l'Allemagne et l'Autriche. Donc ici, c'est un texte qui date du début de la guerre, 14-18. Ils ont écrit, par exemple, là, un peu ce qu'ils ressentaient, en fait, à cette époque-là. Des choses qui ont complètement disparu en surface. Dans les carrières, ça a été marqué sur les parois, et donc, en fait, c'est resté. Nicolas tenait à nous emmener ici, dans cette vaste salle de plus de 80 mètres de long. Son rêve, la faire découvrir au grand public. Ici, nous avons véritablement une salle exceptionnelle. Donc, d'une part, vous avez ces dessins. D'autre part, en fait, il faut savoir qu'ici, nous sommes dans une salle de danse. Donc, il y a des archives qui mentionnent cela. C'est le patrimoine de la région, en fait. Un patrimoine qui est complètement méconnu des habitants, mais aussi des historiens ou des archéologues. Le jeune homme photographie, fait l'inventaire de toutes ces trouvailles. Et pour lui, il y a péril en la demeure. Par exemple, un lieu comme ça est en train de s'écrouler. Nous avons quelques dizaines de mètres de la salle qui sont en fait derrière cet effondrement. Et ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est que le reste de la salle risque de subir la même chose. Cette cavité n'a pas encore révélé tous ses secrets. Mais une seule obsession pour Nicolas, montrer la face souterraine de la vallée des Rois, celle qui ne s'affiche pas dans les dépliants touristiques. Bonne route? Oui, oui. Cet après-midi, il retrouve Sylvie Taugourdeau, la mère de Dampierre.
Une ville où les maisons sont construites à même la roche. Ce sont les maisons troglodytes. Nicolas les recense une à une. Je vais te montrer maintenant le village du Bourgneuf, qui est un hameau semi-troglodyte du XVe siècle. Tu vas voir, c'est une merveille. Regarde. Puis là, ici, on est dans la rue. Alors là, tu vois, on est dans un troglo typiquement du 15e, avec une cheminée qui est superbe d'ailleurs. Et ce qui est tout à fait amusant, c'est que comme nous sommes en troglodyte, tu vois bien que le mur ici, c'est la falaise, c'est la roche vive, et une partie de la cheminée est taillée directement dans la roche. Vous avez l'air d'être assez émerveillé par vos habitats troglos. Bah, ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux parce qu'ils sont cachés, parce que c'est... Ce qui nous reste généralement du XVe siècle, ce sont ou des châteaux, ou des églises, ou des lieux, je dirais, de gens riches. Tandis que l'habitat troglodyte n'a jamais été un habitat de gens riches. Et même ici, vous voyez, dans cette demeure tout à fait modeste, on avait, je pense, déjà la douceur de vivre angevine, tout simplement. Sylvie n'a pas choisi cet endroit par hasard. Plus discret que les châteaux de la vallée, les lieux auraient accueilli une reine et sa cour. Une des théories qui circulent est que la reine d'Angleterre, Marguerite d'Anjou, aurait fini ses jours ici. Elle serait venue donc se réfugier ici, sur les terres de son père, René d'Anjou, avec sa suite. Or, la suite d'une reine d'Angleterre, ça peut être tout de suite une centaine de personnes ou 200 personnes, enfin bon, quelque chose d'assez considérable. Le troglodyte habituel est plutôt un habitat, je dirais, de gens simples, creusé comme un trou dans la pierre, alors que ce que nous avons ici est quelque chose de complètement différent. Et c'est vraiment le seul endroit où ça existe. C'est pour ça que j'ai tellement envie de le sauver. Sans Sylvie, Nicolas ne pourrait accéder à tous ces lieux uniques. La mère de Dampierre est l'une des rares à pouvoir pénétrer dans ces maisons aujourd'hui abandonnées. Mais elle rêve de les voir habiter à nouveau, comme cet endroit où elle nous emmène. Ils ont été plus ou moins abandonnés à une époque, mais ils sont rachetés, ils sont rénovés, les gens habitent à leur grand bonheur. D'ailleurs, je vais vous montrer où habitent Robert et Annette, qui ont trouvé leur nid douillet après des années d'errance. Bonjour Annette. Robert et Annette, deux Américains, ont délaissé Malibu, Hollywood et tous les endroits prestigieux de leur Californie natale pour un petit bout de Loire. Voici la chambre. Super. Très belle alcôve. Très belle alcôve, comme dans les anciens troglos. Nous sommes très contents ici. C'est très différent. Quand nous avons vu la maison, j'ai remarqué qu'il n'y a rien comme ça en Californie. Et surtout avec ces pierres. Et j'étais très content. Ouh, le joli nid. Oui, nous l'appelons la cave à thé. Quand nous sommes arrivés, c'était une baignoire là. Nous l'avons couvert d'abord de bois et ensuite de tous ces coussins et tapis. Et maintenant, c'est transformé. Voici la salle principale. Très belle salle avec vue sur la Loire. Oui. Oui. Et maintenant, nous allons voir la plus belle partie de la maison. Parfait. Ok. Oh, mais c'est superbe. Le plus bel endroit de ce troglo, c'est ici, avec cette belle vue. Ah, écoute, la vue est absolument sublime. Mais le troglo est très très intéressant aussi. Quand même, quelle architecture. À chaque fois, c'est différent. Et un cadeau comme celui-ci, une vue de Saumur avec ses 3 ponts en enfilade, j'avais jamais vu avant. C'est vraiment superbe. Merci Robert, merci Annette.
Avec sa palette de couleurs incroyable, le fleuve a inspiré des dizaines d'écrivains et d'artistes. Ronsard, Descartes, De Vinci, les plus grands noms se sont succédés dans le Val-de-Loire. Le photographe Nicolas Lenartowski trouve aussi son inspiration ici, sur les bords de Loire, ou plutôt au-dessus de la Loire. Alors si tu pouvais me prendre un tout petit peu d'altitude là, Romain. Ok. Un tout petit peu, hein. La Loire, je l'ai découvert moi il y a quelques années en la survolant et je suis tombé vraiment au moment où l'eau était claire, était basse. Et ça a été le déclic, je me suis dit c'est comme ça qu'il faut la photographier, quoi. Vraiment à la verticale, et c'est des vrais tableaux, quoi. De vrais tableaux qui ont inspiré à Nicolas un premier ouvrage. Le photographe a grandi à côté du fleuve, à Blois, mais il redécouvre à chaque vol cette Loire qui se métamorphose d'une saison à l'autre. Là, vous avez une île qui arrive, là, qui est assez intéressante, qui est toute ronde, avec un arbre dessus. On se met dessus. À cette époque de l'année, en plein été, la Loire est basse, très basse. Partout des bancs de sable affleurent au fil de l'eau. Ah, superbe. Voilà. Donc en fait, le but du jeu, c'est vraiment de repérer un endroit et puis de tourner autour pour pouvoir composer. Là, vous voyez, on a des mouettes qui jouent justement, qui volent juste à ras de l'eau, là. Voilà, on peut se diriger vers Blois. Vous avez l'enfilade des 3 ponts là sur Blois, c'est assez joli. Cette partie superbe du fleuve a valu au Val-de-Loire d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en novembre 2000. Alors ce qui est assez étonnant quand on survole la Loire, donc sur toute la partie UNESCO entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire, c'est la différence de fond. Là on est plutôt sur du minéral, il y a beaucoup de pierres en amont de Blois. Plus on va partir sur Chalonnes et plus on va avoir de sable. C'est une surprise permanente le Val-de-Loire. Exactement. Il y a vraiment des images complètement irréalistes à faire, quoi. Nous descendons le fleuve. Nous arrivons dans le Maine-et-Loire, à Montjean-sur-Loire, tout près d'Angers. Ici, encore des bancs de sable et des pierres. Mais ils ne sont plus source d'inspiration, mais un casse-tête pour les équipes de la VNF, les voies navigables de France. Pour Hervé Coué et son équipier Olivier, ce sont des obstacles dangereux. Leur travail, sécuriser le fleuve pour la navigation. On va vérifier à la sonde. Donc à la sonde, là, on voit qu'il y a des pierres. Aujourd'hui, Hervé et son collègue sont un peu tendus. Depuis avril, un bateau de croisière de 90 mètres de long sillonne la Loire. Une grande première, mais un vrai défi pour Hervé. L'énorme bateau doit passer ici dans moins d'1 heure. L'eau est très basse et ça promet d'être délicat. Hervé et son coéquipier vérifient le balisage du chenal. 70 70. Oh, allez, ça va en fait. Et à 70 cm, un bateau de croisière de 90 mètres de long, il passe? Il passe. Il est passé, donc... Mais c'est difficile. Là, on voit que même nous, avec nos moteurs, déjà, on commence à brasser du sable. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc il va falloir qu'on fasse attention. Et n'empêche que c'est pas facile. Hein. Ça va pas être facile. Ça y est, le bateau est en vue. La pression monte pour les baliseurs. Voir Princesse de bateau baliseur. Alors Princesse, écoute. Donc nous venons de repasser votre point difficile juste en amont de la poissonnière. Les bouées sont toujours en place. Oui, d'accord. C'est quoi ça? T'as vu, c'est le sable. Ah oui, il y a une butte de sable, sur le côté du bateau là. Voilà. Ouais. Situation compliquée. Le bateau est coincé en plein milieu du chenal. À la moindre erreur, il risque de s'échouer.
C'est-à-dire qu'il est en travers à 45 degrés avec son arrière qui est carrément sur le banc de sable. Pour l'instant, c'est guère favorable pour lui. Voilà. Bon, bah c'est le scénario catastrophe. Il bloque le chenal. Voilà. Là, ça veut dire aucun autre bateau ne peut passer. Non, plus de bateau. Pour dégager le chenal, Hervé doit absolument trouver un plan B. Il y a peut-être un autre chemin. « 80. Voir Princesse, le bateau baliseur. Donc là, la solution pour vous, c'est quoi? On va le laisser finir de tourner tout seul, là, il tourne tout seul. A priori, dans la position où vous êtes, derrière vous, en diagonale, il y a 70 cm. Ok. Et après, il y a un chenal et éventuellement... Si vous voulez, on vous embarque pour vous montrer. Non, vous êtes pas sûr, là. Il tourne là, et ça tourne toujours, là. Donc vous reprendrez le chenal, du coup, mais en marche arrière. Ouais, ça va. Bon, bah, bonne chance. On y va. Hervé a l'air déçu, mais c'est comme ça. Sur un bateau, le capitaine est le seul maître à bord. On repart. Hein, le bateau, a priori, va continuer à pivoter tout doucement. Ils ont l'air d'être confiants, donc ils vont reprendre le chenal, mais en marche arrière. Voilà. Donc ils suivent pas vos instructions? Bah, les instructions, nous on avait... Non, nous on avait une possibilité, c'était de le dégager en dehors du chenal. Bon, après, eux, ils veulent respecter le chenal, je conçois. Hein, maintenant, ils sont grands. Hein. C'est leur responsabilité. Voilà. Ils vont être patients, ils vont y arriver. Sur la Loire, la patience est souvent récompensée. Après de longs efforts, le bateau de croisière reprend enfin sa route. Hervé est obligé de se plier aux décisions des capitaines des autres bateaux. Mais une fois sa journée de travail terminée, il prend la barre. Il est le seul maître à bord sur la Montjanaise, une réplique d'un bateau de commerce du 19e siècle. Et Philippe, toujours à l'heure. Ça va? Ça va. L'équipage est au complet. Aujourd'hui, ça fait un mois qu'on n'a pas navigué avec, là. Donc il était temps de ressortir, de redémêler les cordages. Ça va être l'occasion. Hervé a participé à la construction de ce bateau de 16 mètres de long qu'on appelle une gabarre. Il le connaît par cœur et en bon capitaine, il mène les opérations d'une main de fer. Rematage. Allez. Remonte, mets encore en prise. Là. Alors, là du coup maintenant le mât est relevé. On va pouvoir positionner les haubans. Pour passer un pont, il faut affaler le mât. Ça passe pas. À l'époque déjà aussi, il fallait descendre le mât? Ah oui, il y avait moins de ponts. Hein. Réplique de ce bateau-là, c'est 1830. 1830, il y avait un pont à Nantes, un pont au pont de C, un pont à Saumur, Tours, Blois, Orléans, les grands centres-villes. Donc maintenant, on va libérer la voile. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, go! Vas-y, toujours, allez! Stop, mieux! Donc là maintenant on fait une fenêtre. Bonjour. Super. Hervé se bat pour que des bateaux comme la Montjanaise continuent à naviguer sur la Loire, pour que le fleuve reste vivant. Un réel plaisir, hein, évidemment, forcément, de faire revivre, de partager un petit peu, parce que moi j'étais un petit peu à l'origine de la reconstitution en 89, donc ça fait 25 ans. Et puis du coup, maintenant, partager un petit peu voilà, les sensations avec ce bateau-là, c'est important. Vous auriez aimé vous connaître cette époque où la Loire était Mais oui, évidemment, mais bon, c'était une autre époque, hein, une autre Loire, une autre époque, certainement plus rude, hein, mais comme tous les métiers d'antan, mais forcément avec
Forcément des images plein la tête. À l'époque, ils ne pouvaient pas forcément s'en rendre compte. Mais nous, quand on voit des voiles sur la Loire, maintenant, on est très heureux, forcément. Si Hervé tient à faire revivre la marine de Loire, c'est qu'il s'agit d'une longue histoire de famille. J'ai des ancêtres qui ont été mariniers, pontonniers, bon, évidemment pêcheurs. Je suis issu d'un village de bord de Loire, hein, Saint-Jean-de-la-Croix. Et forcément, il y avait plein d'activités autour de la Loire. Et mes ancêtres ont pratiqué évidemment la navigation sur la Loire, forcément. Et voilà, il y a des restes. Donc là, c'est un train de bateau, hein, comme pouvaient naviguer ces bateaux-là. C'est un graffiti, hein, une reproduction d'un graffiti. La voile. Et puis ça, c'est plutôt le chaland, l'automoteur, hein, le grand volant du chaland automoteur. Voilà. Nous laissons Hervé à sa passion pour les vieux gréements et reprenons notre voyage sur le fleuve. Nous arrivons à Ancenis, en Loire-Atlantique, à moins de 100 km de l'embouchure du fleuve. Dans cette partie de la Loire, ils ne sont plus que quelques pêcheurs professionnels à continuer à travailler. Arnaud Guéret sillonne le fleuve depuis 14 ans. Il est aujourd'hui prêt à prendre la relève de Pierrot Vivier, une légende de la pêche fluviale. Ce pêcheur de 69 ans connaît la Loire comme sa maison et a transmis à Arnaud sa passion. Regardez le beau lever de soleil. Ça aussi, c'est un des arguments de venir le matin de bonne heure. Vous avez plaisir en permanence à venir pêcher sur la Loire? Ah bah oui, c'est à chaque fois différent. Les niveaux changent suivant les saisons. Les lumières changent. C'est vrai que c'est jamais pareil. Les deux hommes viennent lever leur filet posé la veille. Pierrot va bientôt prendre sa retraite. Mais avant de tirer sa révérence, il veut être sûr que son héritage ne se perde pas. Là, c'est tout le temps comme ça. T'envoies 3-4 surtout vers l'île de Lâche. La Loire a bien changé depuis l'époque de Pierrot. Dans sa jeunesse, il y avait du poisson partout dans le fleuve. À commencer par le plus connu, l'anguille, et sa larve, la civelle. Bon, j'ai connu des milliers de personnes à la pêche aux civelles, aussi bien amateurs que professionnels. Des boires d'Anjou, à la limite de Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique, jusqu'à l'estuaire, c'était noir de monde. Tous les jours, tous les soirs. Et vous avez 2 marées. Et puis nous, à proportion, on pêchait plein d'anguilles. Alors, puis des tonnes de civelles étaient pêchées. Puis maintenant ils pêchent quoi, 3-4 kilos de civelles par marée. Qu'avant, ils en pêchaient des centaines de kilos. Alors, il y en a 0, monsieur. Les temps changent. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, on cherche le mulet, il y en a quelques-uns. Bon, il y a des jours où c'est quand même meilleur. Mais c'est un poisson qui a de plus en plus apprécié par les consommateurs. Au départ, il était un petit peu boudé, mais quand j'ai démarré, il y a 15 ans. Et aujourd'hui, les gens se sont aperçus que c'était un bon poisson avec lequel on pouvait faire pas mal de choses. Ah, celui-là, c'est mieux. Voilà, c'est un beau mulet, ça. Ah oui, celui-là, c'est un mulet qui dort. Grâce aux connaissances de Pierrot, aujourd'hui, Arnaud sait lire le fleuve et profiter au mieux de ses richesses. Il y a quand même des indices qui font qu'on sait si on va plus ou moins bien pêcher. Pour beaucoup de pêche sur la Loire, c'est les niveaux d'eau qui jouent énormément. Le dernier mulet. La pêche n'est pas miraculeuse ce matin, mais ça devrait suffire pour approvisionner les restaurants du coin. Il y a combien de kilos là sur votre dos? Ça fait 28 kilos. 28 kilos. Enfin, avec la bassine. Et vous portez 28 kilos Oh, sur bah. le ventre. Oui, oh, bah. On est costaud. Mon cher ami Christophe, je t'apporte une poêlée de mulot. Pierrot et Arnaud réussissent à vivre du fleuve grâce à des clients fidèles, comme le restaurateur Christophe Ardouin. Alors là, je prépare un carpaccio de mulet. Donc le mulet est plutôt un poisson de saison qu'on trouve actuellement, en même temps que l'anguille à la persillade.
On trouve aussi du sandre, du brochet. La Loire, il faut savoir s'en servir. Comme elle est juste à côté de chez nous, on a le pêcheur Pierrot qui est juste à côté du restaurant. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu privilégié de travailler ensemble. Après, on s'efforce de toujours mettre un poisson de Loire à la carte. Bon appétit. 2 heures plus tard, nous retrouvons Arnaud qui s'est changé pour une grande occasion. Eh ouais, aujourd'hui c'est le grand jour. C'est le jour de la confrérie de la Lamproie. Mais on promotionne aussi la Loire et tous les autres poissons. La lamproie, c'est un poisson de Loire. Et tous les ans, à la même époque, on intronise un nouveau membre qui se bat pour le fleuve. L'honneur revient aujourd'hui à Jean-Pierre, un agriculteur des bords de Loire. Pour l'introniser, un visage connu, Christophe, notre restaurateur. Jean-Pierre, pourquoi as-tu accepté de rejoindre la confrérie des fins goûteux de la Lamproie de l'île aux Oiseaux? Par amitié avec des gens et aussi pour faire connaître tous les bords de Loire que j'adore. On va faire venir Bernard qui va te remettre la tenue de la confrérie de la Lamproie. En enfilant cette tenue traditionnelle de marinier, Jean-Pierre s'engage à faire la promotion de ce fleuve qu'il adore. Mets-toi à genoux. Attention. Allez. Qu'on te bénisse de l'eau qui fait si bien vivre la Lamproie. Bon. Ça y est, vous êtes béni par la Loire. Oh là là, j'ai les larmes qui tombent. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Qu'on serve le verre de l'ambassadeur. Et maintenant, Lampon. Ambassadeur de la Loire, Jean-Pierre rejoint les rangs de tous ces passionnés croisés lors de ce voyage au fil de l'eau. Plus qu'un simple fleuve, la Loire est pour eux une inspiration. Une mer nourricière, un art de vivre. Pour tous, un seul credo, garder la Loire vivante.